Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau petit journal du Japon. Comme chaque semaine, je vais vous parler de quelques-unes des actualités qui ont marqué la semaine ici au Japon. Vous aurez comme d'habitude les liens dans la description vers les articles qui m'ont servi à faire cette vidéo. Et puis vous avez les chapitres pour sauter, vous avez l'habitude maintenant. Alors, cette semaine, on va parler d'abord d'argent. On va parler d'argent perdu et retrouvé, et vous allez voir qu'il y a des sommes colossales d'argent liquide qui sont perdues et retrouvées chaque année au Japon. Ensuite, on parlera de la hausse du coût de la vie pour les étudiants qui étudieraient dans des universités privées dans la région de Tokyo et qui habiteraient seuls. Donc, ces coûts comprennent le logement et les frais de scolarité notamment. Je vous en dis plus tout à l'heure. On enchaînera avec le Premier ministre, M. Kishida, qui a confirmé que le Japon n'avait pour l'instant pas de projet d'ouverture des frontières aux touristes. Je vous en dis plus dans quelques instants, mais il n'y a pas de bonnes nouvelles de ce côté-là. On parlera ensuite de l'accueil de certains réfugiés ukrainiens par le gouvernement japonais, donc j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Eh bien, on va voir comment ça se passe et on verra aussi qu'il y a eu un petit coup de communication de la part du ministère des Affaires étrangères, parce que le ministre des Affaires étrangères est revenu de Pologne avec 20 réfugiés ukrainiens à bord de son avion. On terminera ce journal en parlant d'une nouvelle loi qui, à compter du 1er avril, oblige les PME à prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement au travail. Donc vous allez voir, c'est pas trop tôt, il y a des choses qui paraissaient évidentes mais qui n'étaient pas inscrites dans la loi jusqu'à maintenant. Alors un petit aparté avant de commencer la première news, je vous remercie tous pour les likes et les commentaires. Il y en a eu beaucoup plus la semaine dernière que les semaines précédentes, donc c'est très gentil à vous tous d'avoir pris le temps de mettre un petit like et un petit commentaire, même si c'est juste un smiley ou juste un petit mot, ça fait très plaisir. Et j'en profite aussi pour remercier énormément Olivier qui est devenu mon premier contributeur sur Patreon. Il y a quelques semaines, j'ai créé un compte sur Patreon et j'ai mis les informations dans la description, mais pour l'instant, j'ai pas grand chose à offrir parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais Olivier a pris l'initiative de me soutenir sur Patreon, donc je l'en remercie énormément. Le geste me touche beaucoup. Pour l'instant, je ne peux pas proposer grand chose, mais je suis vraiment ouvert aux idées. Donc si certains d'entre vous deviennent mes contributeurs, eh bien, je ferai ce que je peux pour vous remercier. On commence donc aujourd'hui par parler d'objets trouvés et d'argent trouvé. Et donc, vous n'hallucinez pas, il y a des gens qui trouvent de l'argent et qui le ramènent à la police ou au service des objets trouvés. Vous avez sûrement déjà entendu qu'au Japon, quand on perd un objet, eh bien, on a de grandes chances de le retrouver. Et c'est tout à fait vrai parce que dans la vie de tous les jours, eh bien, la plupart des gens sont honnêtes, il y a très peu de vols et les services des objets trouvés sont très bien organisés, donc tout ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, vous avez peut-être même fait l'expérience vous-même de perdre un objet pendant votre voyage ou si vous habitez ici et de le retrouver ailleurs où quelqu'un vous l'a rapporté. Donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, mais voilà, en général c'est comme ça. Alors attention, c'est pas toujours comme ça non plus, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je me suis déjà fait voler une valise quand j'étais touriste. Donc voilà, même au Japon, soyez quand même un minimum prudent. Et depuis quelque temps, il y aurait énormément de cas d'argent liquide égaré et retrouvé et rapporté à leurs propriétaires. D'après l'Agence nationale de la police, en 2020, alors qu'il y avait les états d'urgence, alors que beaucoup moins de Japonais sortaient pour limiter les déplacements, eh bien, il y a tout de même eu 17,7 milliards de yens égarés qui ont été rapportés à la police. Donc ça équivaut à peu près à 144 millions d'euros. Et c'est même une augmentation de 30 millions d'euros par rapport à 2010, où pourtant le liquide était encore roi. Et cette augmentation est d'autant plus étonnante que depuis quelques années, eh bien, les moyens de paiement sans contact sont devenus vraiment ultra répandus. Pendant très longtemps, vous l'avez peut-être entendu, mais le Japon c'était vraiment le pays du liquide. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, il y avait beaucoup de magasins qui ne prenaient pas la carte bleue et il y avait très peu de moyens de payer sans contact. Mais depuis 3-4 ans, on va dire, et surtout depuis le Covid évidemment, eh bien, les moyens de paiement sans contact, les applications, les cartes se sont vraiment développées et maintenant on peut payer pratiquement partout avec ces moyens de paiement. Alors un petit mot sur ces moyens de paiement sans contact, donc vous avez les plus simples que vous pourrez utiliser même si vous êtes touriste, ce sont les cartes de transport, donc Suica ou Pasmo, donc vous pouvez les charger et puis les utiliser pour prendre les transports évidemment, et puis dans beaucoup de magasins, dans tous les combini, dans beaucoup de supermarchés, donc c'est très pratique si vous ne voulez pas vous balader avec du liquide. On peut également utiliser Apple Pay apparemment, mais c'est pas très clair. De temps en temps c'est bien indiqué, mais de temps en temps c'est pas très bien indiqué. Mais j'ai vu sur internet que s'il y avait d'autres logos, eh bien cela signifiait qu'on pouvait utiliser Apple Pay. Alors moi personnellement je ne l'utilise pas, donc voilà, renseignez-vous si vous voulez l'utiliser quand vous venez au Japon. Quelques recherches sur internet et vous trouverez tout ça sans problème. Et puis vous avez aussi une multitude d'applications. Vous avez Rakuten Pay, donc du site de vente en ligne Rakuten. Vous avez Line Pay. Line, c'est le service de messagerie, l'application de messagerie la plus populaire au Japon. Vous avez DPay de Docomo, un opérateur de téléphonie mobile. Et vous avez PayPay, que moi j'utilise, qui est organisé, géré par Yahoo
Et comme je suis chez Y-Mobile, donc c'est un opérateur de Yahoo, eh bien il y a des avantages quand on utilise PayPay. Donc voilà, c'est très pratique et vraiment je peux payer pratiquement partout avec PayPay. Mais si vous êtes touriste, ça risque d'être difficile parce qu'en général, il faut connecter son application avec une carte de crédit japonaise ou avec une facturation chez un opérateur mobile japonais. Donc voilà, si vous venez au Japon en tant que touriste, je vous conseille vraiment Suica ou Pasmo, c'est le plus simple et vous pourrez les utiliser dans de nombreux endroits. Mais rassurez-vous, si les applications, tout ça, ça ne vous inspire pas confiance, vous pouvez toujours utiliser votre carte de crédit. Parce que si il y a plus de 10 ans, c'était encore assez courant que les magasins refusent la carte de crédit, à part dans les très grands magasins, eh bien maintenant vraiment on peut utiliser la carte de crédit partout. C'est très très rare qu'un magasin refuse la carte de crédit, à part peut-être quelques petits restos, quelques petits cafés, mais si vous allez en plus dans des lieux relativement touristiques, il n'y aura pas de problème, vous pourrez payer par carte. Et donc pour en revenir à notre affaire d'argent liquide perdu, comment se fait-il qu'il y a de plus en plus d'argent liquide perdu alors qu'il y a de plus en plus de moyens de paiement électroniques? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Et les personnes âgées, il y en a beaucoup qui gardent de l'argent liquide chez elles, leurs économies sont à la maison, et puis elles sont habituées à payer avec de l'argent liquide, donc quand elles sortent, évidemment, eh bien, elles payent plutôt avec de l'argent liquide. Et en plus, il arrive que de temps en temps, lorsqu'une personne âgée meurt, eh bien, sa famille va nettoyer sa maison ou la démolir, et donc elle va jeter beaucoup d'affaires. Et parfois, eh bien, dans ces affaires, il y avait de l'argent liquide qui était caché, et ils ne l'ont pas trouvé, ils n'ont pas fait attention, et il y a des fortes sommes d'argent liquide qui se terminent à la déchetterie par exemple. En 2017, il y a eu une affaire où on a trouvé l'équivalent de 340 000 € en liquide près d'un centre de collecte des déchets. Et il s'est avéré après qu'on a retrouvé les propriétaires et en fait c'était ça, c'était les héritiers d'une vieille maison qui avaient balancé des meubles sans trop regarder à l'intérieur et il y avait une énorme quantité d'argent à l'intérieur. Et quand ce ne sont pas les héritiers qui font le ménage et qui jettent par inadvertance des objets, eh bien, il arrive qu'ils payent des sociétés pour démolir les maisons afin de vendre le terrain. Et les sociétés de démolition donc trouvent parfois de l'argent donc caché dans des meubles ou dans des murs même parfois et les rapportent à la police. Et enfin, si une personne meurt seule chez elle ou dans un établissement spécialisé, eh bien, l'argent liquide qu'on trouve chez elle eh bien, est déclaré et rapporté à la police. Et le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans et vivant seules eh bien, ne cesse d'augmenter au Japon. Si en 2015, il y avait 6,25 millions de personnes dans ce cas, ce qui équivalait à peu près à 11,7% de tous les foyers japonais, eh bien, on prévoit qu'à ce rythme, en 2040, il y aura 9 millions de personnes dans cette situation, ce qui représentera alors quelques 17% de tous les foyers japonais. Donc les pertes d'argent liquide ne sont pas près de s'arrêter et même ça risque d'augmenter dans les années à venir. Sujet suivant, mais même thème, donc on reste dans l'argent, mais on va parler cette fois de l'argent que payent les étudiants et plus précisément les étudiants qui étudieraient dans des universités privées et qui voudraient vivre seuls dans la région de Tokyo. C'est la grande région de Tokyo, hein, ça couvre plusieurs préfectures. Et une étude a montré cette semaine que le coût de la vie pour ces étudiants, donc ce coût couvre le logement, les examens d'entrée, les frais de scolarité, donc pas mal de choses, hein, eh bien ce coût a augmenté l'année dernière pour la 6e année consécutive. Alors une précision avant de vous donner le montant de coût de la vie pour les étudiants donc pendant un an, c'est que les universités sont les universités où il y a le plus d'étudiants. Parce qu'il existe au Japon des universités publiques ou nationales et effectivement c'est beaucoup moins cher, mais les examens d'entrée sont très difficiles. Voilà. Donc le public et le privé en France et au Japon, c'est pas totalement la même chose, hein. Nous on est habitué à public égale gratuit, tout le monde peut y aller facilement, mais au Japon, pour les universités, hein, public égale c'est pas cher, ok, mais c'est très difficile d'y rentrer. Donc voilà, la majorité des étudiants vont dans des universités privées, d'où la pertinence de cette étude. Et donc, pour une année d'études dans une fac privée dans la région de Tokyo, eh bien, ça coûterait 2 233 000 yens, c'est à peu près 16 500 € et c'est une augmentation légère, certes, de 17 000 yens par rapport à l'année dernière, donc à peu près 120 € de plus que l'an dernier. Et les causes principales de l'augmentation de ce coût eh bien, seraient liées à l'augmentation des frais de scolarité et également à la hausse du prix du logement. Et les étudiants doivent aussi payer donc des frais pour passer des examens d'entrée. Parce qu'au Japon, pour entrer dans une université, il faut d'abord passer des examens d'entrée qui coûtent assez cher. Donc le prix moyen aurait été de 254 000 yens, ce qui correspond à peu près à 1 900 €
pour passer des examens pour entrer à l'université. Alors ce montant varie en fonction de beaucoup de facteurs, hein. Ça dépend des universités, ça dépend du nombre de matières qu'on passe, parce que selon sa spécialité, selon l'université, on passe pas le même nombre de matières, mais voilà, c'est quand même un budget assez conséquent. Et en plus, en général, les étudiants passent plusieurs examens d'entrée dans plusieurs universités pour être sûr d'être reçus dans au moins une université. Niveau logement, pour emménager, eh bien, ça coûterait en moyenne aux étudiants 235 000 yens. Donc cette somme couvre le mois d'avance, la caution, le holekin. Le holekin, c'est une somme d'argent qu'on donne parfois pour remercier le propriétaire, donc c'est assez courant, mais c'est pas automatique. Et ensuite, eh bien, le loyer mensuel moyen serait de 66 000 yens, ce qui correspond à peu près à 500 € par mois. Et la part la plus importante de ce budget, ce sont évidemment les frais de scolarité, donc j'espère que vous êtes bien assis, mais ça correspond environ à 1 357 000 yens, soit 10 000 € par an pour étudier à l'université. Et au Japon, l'université, c'est 4 ans, toujours. Voilà, pour les universités classiques en tout cas. Bien sûr, avec de tels montants, vous vous doutez bien que les étudiants ne vont pas payer tout ça avec leur petit boulot, hein, et en général, leur famille leur envoyait en moyenne 86 000 yens par mois, donc l'équivalent de 635 €. C'est donc un budget conséquent, hein, et toutes les familles ne peuvent pas se le permettre, donc il y a de moins en moins d'étudiants qui vivent seuls pour étudier à l'université. Au début des années 2000, il y avait encore 50% des étudiants dans ce cas-là, et en 2020, il n'y avait plus que 33% d'étudiants. Et donc, de plus en plus d'étudiants, et surtout de parents et de familles, choisissent des universités où les étudiants peuvent aller tous les jours et revenir à la maison. Vous avez peut-être déjà vu dans des dramas, des films ou des animés qu'il y a énormément d'étudiants qui ont des petits boulots. Mais ce petit boulot, ce n'est pas du tout pour payer leurs frais de scolarité ou bien leur logement, en tout cas dans l'immense majorité des cas, hein, c'est plutôt pour se faire de l'argent de poche et pour s'amuser, profiter et voyager. Donc voilà, c'est les parents qui raquent, et élever un enfant au Japon, donc les frais liés à l'éducation, eh bien ça coûte énormément d'argent. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur élever un enfant au Japon de 0 à 5 ans, et je parlais notamment de l'avenir. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo et que ça vous intéresse, je vous mettrai un lien à la fin de ce journal. Alors maintenant, une mauvaise nouvelle, hein, désolé, on va parler des frontières, mais le Premier ministre, M. Kishida, a confirmé cette semaine que le Japon n'avait pour l'instant aucun plan sur une possible réouverture des frontières aux touristes. En fait, il a fait cette déclaration parce que pendant la semaine, il y a eu beaucoup de nouvelles sur le fait que le Japon avait supprimé l'interdiction d'entrée sur le territoire pour 106 pays, pour les personnes étrangères venant de 106 pays. Mais en réalité, ça ne correspond pas du tout à une ouverture des frontières et ça ne change rien du tout à la situation. Seules les personnes ayant un visa peuvent venir et les touristes sont toujours interdits d'entrer. Et M. Kishida a rajouté que, comme d'habitude, hein, le Japon se préparait à une nouvelle augmentation des cas et donc il verrait en fonction de la situation dans le pays et également de la situation à l'international. Donc voilà, rien de nouveau de ce côté-là, donc encore un peu de patience. Désolé pour tous ceux qui voudraient venir au Japon cette année, n'achetez pas encore vos billets d'avion. Et effectivement, concernant le nombre de personnes testées positives, il y a eu une augmentation dans tout le pays. C'est pas encore une explosion, mais le gouvernement y fait très attention. Et à Tokyo également, Madame Koike, donc la gouverneure de Tokyo, a appelé les jeunes entre 20 et 30 ans, qui représentent le plus grand nombre de personnes qui sont contaminées chaque semaine, qui sont testées positives chaque semaine, eh bien, elle a appelé les jeunes à se faire vacciner, à prendre leur 3e dose de vaccin pour, je cite, briser la chaîne de la transmission. Alors, il faudrait peut-être que quelqu'un lui réexplique comment fonctionnent les vaccins contre le Covid-19, parce que, à moins que j'ai raté un épisode, hein, donc si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires, hein, mais à ma connaissance, les vaccins contre le Covid-19 n'empêchent pas du tout d'être contaminés, ils empêchent de développer des formes graves qui risqueraient d'entraîner la mort. Enfin voilà, c'est ce que j'ai compris en tout cas, mais Madame Koike ne semble pas avoir bien compris comment ça fonctionnait. En attendant, comme il y a seulement 25% des jeunes entre 20 et 30 ans qui ont reçu leur 3e dose, eh bien, il y a des initiatives pour les encourager, il y a notamment des cadeaux, des réductions et même une augmentation des chances d'être tiré au sort dans le tirage au sort organisé pour aller voir les pandas au zoo d'Ueno. Enfin voilà, la mauvaise nouvelle est là, hein. La situation du Covid au Japon n'est pas encore aussi bonne que le gouvernement le souhaiterait et pour l'instant, il ne prévoit pas dans l'immédiat d'ouvrir les frontières aux touristes étrangers. On enchaîne avec l'accueil de réfugiés ukrainiens par le Japon. Et cette semaine, le mardi 5 avril, eh bien, le ministre des Affaires étrangères, M. Yoshimasa Hayashi,
est rentré de Pologne avec à bord de son avion 20 réfugiés ukrainiens. Il était allé en Pologne pour assurer à son homologue polonais que le Japon accepterait autant de réfugiés qu'il le pourrait et surtout qu'il aiderait financièrement le pays qui a accueilli jusqu'à présent, la Pologne, jusqu'à 2,5 millions de réfugiés ukrainiens depuis le début de cette guerre. Le Japon de son côté, depuis le 2 mars, a accueilli 404 réfugiés ukrainiens. Et les 20 qui sont rentrés avec le ministre des Affaires étrangères, donc le gouvernement a très bien conscience que c'est un coup de communication, mais c'est pour montrer la volonté vraiment du gouvernement japonais de faire sa part dans cette crise. Et c'est déjà un grand changement parce que le Japon n'est pas du tout réputé pour être un pays qui accorde facilement l'asile. En 2020, sur 3936 demandes d'asile, il y en a seulement 47 qui ont été accordées et en plus, il y a 44 personnes qui ont été autorisées à rester sur le territoire japonais pour des raisons humanitaires, mais sans le statut de réfugié. Alors pourquoi un tel changement d'attitude? Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que l'opinion publique japonaise est majoritairement favorable à l'aide et à l'accueil de réfugiés ukrainiens. Et comme en août, il y a les élections pour la Chambre des représentants, le gouvernement japonais, il veut caresser les électeurs dans le sens du poil. L'autre raison, c'est de montrer aux pays occidentaux que le Japon fait sa part et qu'il se range bien de leur côté et qu'il est déterminé à faire ce qu'il peut pour punir d'un côté la Russie et de l'autre côté, aider le maximum de personnes. Et le gouvernement prévoit d'aider ces 20 Ukrainiens qui sont arrivés, donc pour trouver un logement, trouver un travail et leur donner des cours de langue aussi pendant plusieurs mois pour les aider à s'intégrer du mieux possible au Japon. Alors vous vous dites sûrement que 20 c'est un nombre ridicule par rapport au nombre de personnes déplacées et surtout par rapport aux capacités financières du pays, mais le porte-parole du gouvernement a dit que la valeur de l'aide ne diminue pas parce que le nombre de personnes est faible. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais c'est effectivement mieux que ce que le Japon a pu faire ou surtout ne pas faire pour les réfugiés qui venaient d'Afrique par exemple ou du Moyen-Orient. Et à ce sujet, le président de l'association japonaise pour les réfugiés a évidemment salué ce geste, mais il a également appelé le gouvernement japonais à en faire autant pour tous les réfugiés et a souhaité que cet événement, cette tragédie, soit l'occasion pour le Japon de revoir un peu en profondeur sa politique d'asile. Alors, je ne retiendrai pas mon souffle, mais bon, en tout cas, c'est un pas dans la bonne direction. Dernier sujet de cette semaine, nous allons parler de quelque chose qui a changé au 1er avril. Donc j'ai parlé de plusieurs choses la semaine dernière dans ma vidéo. Il y a aussi une nouvelle loi qui, à compter du 1er avril, oblige les PME à prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement au travail. En japonais, on dit power hara, ça vient de power harassment en anglais, et donc ça décrit toutes les situations où un supérieur hiérarchique infligerait des maltraitances ou harcèlerait psychologiquement un de ses employés. Le ministère du Travail divise même ce power hara en 6 catégories qui vont des violences physiques aux abus psychologiques et aux réprimandes répétées sans cesse aux employés. Les PME doivent à présent expliquer clairement ce qui constitue du harcèlement et s'assurer que tous les employés sont bien conscients de ce qui est du harcèlement et ce qui n'en est pas. Elles doivent également mettre en place un bureau pour recueillir les plaintes des personnes se disant harcelées et, après avoir vérifié les faits évidemment, prendre en charge ces personnes. Et enfin, elles n'ont plus le droit de traiter de façon désavantageuse une personne qui dénoncerait du harcèlement, comme en la renvoyant par exemple. Donc jusqu'à présent, c'était pas dans la loi, donc on pouvait tout à fait rétrograder quelqu'un, on pouvait le renvoyer, c'était ok, ça passait. Donc voilà, donc il était grand temps que ces règles qui s'appliquaient aux très grandes sociétés, s'appliquent à beaucoup plus de sociétés et espérons que ces nouvelles lois soient bien appliquées et que ça aidera et que ça améliorera la vie de nombreux employés. Alors un petit mot sur les Black Geisha, les sociétés noires. Donc ce sont les sociétés qui traitent très mal leurs employés, qui leur font faire énormément d'heures supplémentaires, qui ne les payent pas et qui causent de temps en temps des suicides chez les employés. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler dans l'actualité française où je sais que certains youtubeurs ont fait des vidéos sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Donc évidemment ça existe, mais évidemment, c'est une minorité. N'allez pas imaginer que tous les employés japonais sont des esclaves, pas payés et poussés au suicide par leur société. Non, moi j'ai rencontré plein de Japonais qui sont très contents et ravis de leur métier. Enfin voilà, le Japon c'est un pays comme les autres, il y a du bon et il y a du moins bon et il faut éviter de généraliser. C'est tout pour ce petit journal du Japon, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis passez une bonne soirée, une très bonne semaine et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour plus d'infos sur le Japon.